Septembre est terminé et finalement, comme je te l'avais dit, on a eu un mois plutôt vert alors que tout le monde s'attendait à un mois rouge. On commence donc le mois d'octobre et la fin de cette année, donc le Q3, avec de belles perspectives pour cette fin d'année. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Comment est l'actualité actuellement? C'est ce qu'on va voir en faisant un point sur la macroéconomie, en faisant un point sur le sentiment et à la fin, je te présenterai une quinzaine d'altcoins qui n'ont pas encore démarré et qui pourraient être de bons gagnants pour ce bull run. Avant de commencer, comme toujours, pense à t'abonner, à mettre un like. Ça aide beaucoup au développement de la chaîne et je t'en serai énormément reconnaissant. Allez, on commence directement avec Citibank qui sont en train d'explorer Solana afin de pouvoir justement faire des échanges monétaires et utiliser des smart contracts. Dans le futur, Citibank, comme dit Solanar Floor, c'est la quatrième banque la plus grosse des États-Unis. Donc c'est quand même un très gros signal qui montre que les institutions sont vraiment en train de s'emparer de la blockchain et des crypto-monnaies. On a également PayPal qui autorise les business US à acheter, vendre et holder de la crypto-monnaie. Donc clairement, ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre une partie de leur trésorerie en crypto-monnaie. Et je pense que dans le futur qui arrive, nous verrons de plus en plus de business commencer à annoncer qu'ils ont une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Également, Visa est en train de développer une plateforme pour les assets tokenisés, donc pour les RWA qui va servir aux banques et ils espèrent se mettre sur Ethereum d'ici 2025. Donc là aussi, on peut voir que après BlackRock qui a commencé à lancer son fonds tokenisé, on peut voir que Visa, lui, va carrément lancer une plateforme pour les banques et qui pourrait justement être très intéressant. En tout cas, comme on voit, c'est qu'il y a vraiment les institutions qui sont en train de rentrer dans la crypto-monnaie, mais pas que dans Bitcoin. On peut voir que Ethereum est plébiscité, on peut voir que Solana aussi, donc c'est très positif. Également pour faire un point sur l'affaire Durov, donc le PDG de Telegram qui avait été arrêté en France fin août. On peut voir qu'il a dû céder sous la pression et donc maintenant on peut dire que Telegram n'est plus aussi safe en termes de privacy qu'il était avant car clairement ils peuvent donner ton adresse IP, ton téléphone si tu violes les règles d'utilisation de Telegram. Bon, si tu as une utilisation légale et que tu fais pas des trucs vraiment bizarres, ça devrait aller. Et d'un côté, en fait, moi je comprends aussi que certains réseaux qui peuvent être vraiment illégaux, je pas envie de prononcer les noms, mais bon, ça commence par un V, ça commence par un P. Enfin, tu vois, les trucs comme ça, clairement, ça doit pas rester sur ce Telegram. Maintenant, il faut pas qu'ils abusent du fait de pouvoir justement retracer ce genre de personnes pour que, en fait, ça soit du flicage de tout le monde. Si ça revient sur du flicage de tout le monde, on reste sur du Facebook, sur du WhatsApp. Et au final, on travaille directement avec les gouvernements. Et en fait, là, ils peuvent abuser clairement de leur pouvoir. En fait, c'est ça la question de la privacy. C'est à chaque fois que des entreprises donnent un petit peu de pouvoir au gouvernement par rapport à leurs entreprises, et bien en fait, ils en abusent. Et par la suite, ça crée des problèmes. On peut l'avoir vu avec l'affaire Assange, avec l'affaire Snowden. Donc voilà, c'est ce qu'on aimerait éviter quand on est pro-privacy. Ensuite, on a Taïwan qui autorise les investisseurs professionnels à acheter des ETF Bitcoin. Donc là encore, une avancée de plus envers Bitcoin et le fait que les investisseurs du monde entier peuvent s'en procurer assez facilement les ETF. Donc ça c'est une très bonne chose parce que lorsqu'on va rentrer en euphorie, en fait tous les investisseurs du monde pourront en 2 clics acheter du Bitcoin sans avoir à vraiment comprendre comment faire, utiliser Binance, utiliser un exchange, blablabla. Ils pourront directement le faire avec leur plateforme qu'ils utilisent pour les ETF, pour leur investissement traditionnel. On a aussi le sénateur Niraj Antani qui introduit une proposition de loi afin que l'OEO accepte Bitcoin pour les taxes. Donc là, rien n'a été accepté pour l'instant, mais encore une fois, voir quand même au niveau fédéral des États-Unis, il y a déjà des avancées avec des sénateurs qui ont très bien compris l'aspect de la crypto-monnaie et qui essayent justement de mettre en place des systèmes. Donc là aussi, affaire à suivre, on verra ce qu'il en est. On a également la SEC qui a approuvé les options sur l'ETF IBIT, donc de BlackRock. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les traders, les investisseurs du monde entier vont pouvoir acheter des options. Donc c'est des produits dérivés. Il faut savoir que les produits dérivés, ça représente aujourd'hui 10 fois le marché des produits normaux. Genre par exemple, Bitcoin, quand tu le possèdes sur un ETF, admettons, tu possèdes vraiment un Bitcoin parce que bon, Bitcoin est détenu par BlackRock, mais toi tu as acheté l'actif réel. Les produits dérivés, ça va être justement des produits que tu ne possèdes pas vraiment. Ça va être justement une prédiction de prix, etc. Et donc, le fait de pouvoir créer ce genre de produit permet justement de créer encore plus de liquidité. Donc des gens qui vont dire ok, Bitcoin au 10 décembre, il va être à temps. Ok, Bitcoin il sera à temps. Il y aura des gens qui vont perdre, des gens qui vont gagner, des gens qui vont pouvoir acheter Bitcoin à des prix un peu intéressants, des gens qui vont perdre de l'argent. Et donc du coup, toute cette liquidité va permettre justement de booster également le marché. Donc ça, c'est une nouvelle assez positive. Mais on peut voir quand même que le marché des crypto-monnaies, de Bitcoin est en train de vraiment se traditionnaliser entre guillemets et de rentrer vraiment dans le domaine de l'investissement, de vraiment rentrer dans ce domaine un petit peu opaque de la finance qui est assez compliqué à comprendre. Maintenant, l'avantage de Bitcoin, c'est que si tu possèdes ton Bitcoin, tu possèdes ton Bitcoin. Et puis voilà, personne ne peut rien y faire. S'ils veulent jouer dessus, à faire des paris, à faire
faire des ceci, à faire des cela, allez-y. En fait, Bitcoin, il a tout le monde, donc je vois pas pourquoi ça serait interdit. Alors, donc du coup, le mois de septembre était finalement vert. Et c'est quoi? C'est la plus belle performance que Bitcoin a fait depuis le début de son existence. Et comme je te le disais au début du mois, eh bien en fait, si les gens attendent un mois rouge et que c'est vraiment un consensus, que tout le monde en parle, en général, le marché fait l'opposé et c'est vraiment ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc très positif par rapport à BTC et on fera un tour sur les graphiques par la suite pour voir qu'est-ce que ça implique, mais en tout cas, c'est très très positif. Au niveau d'octobre, on peut voir que c'est le mois le plus fort pour BTC. En général, il y a toujours des hausses. On peut voir qu'il y a eu seulement 2 baisses au mois d'octobre lors de son histoire et c'est souvent un bear market, même si en 2022, au final, on avait une petite hausse de 5%. Attention tout de même que tout le monde ne pense pas qu'on va avoir un mois d'octobre explosif, car on pourrait justement être déçu, avoir peut-être une petite hausse et un petit retracement. Donc maintenant, on arrive vraiment dans un moment charnière au niveau de ce bull run, car on peut voir qu'en général, Q4, c'est vraiment quelque chose de très positif. L'année dernière, on a eu plus 56%. Donc si l'histoire se répète, on devrait avoir un Q4 très très explosif et on peut voir que dans l'histoire, on a seulement eu 4 Q4 qui étaient négatifs, dont quelques-uns en bear market. Celui de 2022, celui de 2018, 2014 potentiellement, j'ai pas tout en tête. 2019, c'était un peu la baisse après la hausse de l'été, juste avant le Covid. Donc franchement, si tout se porte bien au niveau de l'économie, de la macroéconomie, etc., on pourrait vraiment avoir un Q4 assez explosif et on en reparlera en tout cas dans les semaines qui suivent. Car à la fin du mois, on a les élections présidentielles et si tu regardes bien, eh bien à chaque fois qu'on a les élections présidentielles, Bitcoin a tendance à partir à la hausse. On peut voir que juste avant, c'est un peu plus calme, c'est un peu plus plat et hop, dès que les élections passent, eh bien Bitcoin a tendance à partir de manière verticale. Donc là, on a le bull run de 2020-2021, là, on a le bull run de 2016-2017, donc potentiellement on pourrait avoir un bull run en cette fin d'année et qui pourrait durer jusqu'à 2025, peut-être mars 2025, peut-être un mix des deux entre mai et juillet. Quoi qu'il en soit, je pense vraiment qu'on a un bull run qui est devant nous. Tous les éléments macro, et on va en parler juste après, sont en train de s'aligner dans ce sens-là. Également, un petit peu d'opium par rapport à Bitcoin et par rapport au fait qu'on est vraiment early dans cet investissement, dans cet écosystème. Car si on compare le nombre d'utilisateurs de Bitcoin au nombre d'utilisateurs d'Internet, et bien en fait aujourd'hui on serait proche des 1999, des années 2000. Là encore, ce sont des chiffres qui ne sont pas forcément exacts à 100% car on ne peut pas vraiment savoir le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur Bitcoin. Quoi qu'il en soit, on est vraiment au tout début de cette révolution monétaire. Et comme on le voit avec les institutions vraiment en train de rentrer dans cet investissement, et bien on a vraiment de belles choses à venir là-dessus. Donc très 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 positif et très bullish par rapport à Bitcoin. Également, on peut voir que certains pays possèdent beaucoup de Bitcoin, notamment les États-Unis, notamment la Chine. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas vendus? Pourquoi est-ce qu'ils les gardent? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà compris quelque chose depuis un petit moment? C'est possible que oui. En tout cas, ce sont des Bitcoins que eux ont saisis par différentes affaires, notamment Silk Road pour les États-Unis, notamment le minage pour la Chine qui a banni le minage des tas et des tas de fois. L'UK, je ne sais pas d'où sortent leurs BTC, mais en tout cas, ils les ont gardés. L'Ukraine ont aussi des BTC, mais je ne sais pas si c'est des bitcoins saisis. Il me semble qu'il y avait eu pas mal de dons qui avaient été faits en bitcoin lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, on a le Bhoutan et on a le Salvador qui, eux, achètent ou minent du BTC. Le Bhoutan qui mine du BTC depuis un certain temps. Quoi qu'il en soit, ce genre de pays, lorsque BTC sera accepté massivement, devrait rester et devenir certains assez riches. Si la thèse de BTC rentre en jeu, eh bien, on aurait un BTC qui serait très très valorisé et qui deviendrait la monnaie la plus forte et la plus antifragile qui existe au monde. Au niveau des altcoins, on peut voir qu'actuellement 26% des altcoins sont en train de surperformer BTC. Donc on commence à rentrer dans la période qui est vraiment excitante. Ça va être le bull run, ça va être un petit peu l'altcoin saison. On parle beaucoup d'altcoin saison, mais est-ce qu'on a vraiment des altcoins saison? Je ne pense plus qu'on a l'équité qui transige BTC vers Ethereum, vers les larges, vers les mid, vers les low, capitalisation. Je pense qu'on a plutôt BTC qui lead et puis les leaders de narrative qui eux aussi vont partir avec lui et qui vont le surperformer. Je pense notamment à Tao, je pense notamment à Sui qui a bien pété dernièrement. Donc ce qu'on veut voir maintenant, c'est continuer à avoir une hausse par rapport aux altcoins et en fait, il faudra aussi faire très très gaffe lorsqu'on arrivera dans cette zone du carré au-dessus des 70 en fait, dessus du fait que 70% des altcoins sont en train de surperformer BTC car potentiellement on pourrait arriver à la fin de ce cycle dans le grand cycle du bull run. Donc là encore, je t'en reparlerai dans les prochaines semaines au fur et à mesure où on avance dans le bull run. Également, je te parle beaucoup de l'écosystème de Coinbase avec la blockchain de layer de Base et du coup on peut voir qu'ils ont sorti leur CBBTC qui commence à avoir de plus en plus de supply sur Base et qui a dépassé du coup le supply de CBBTC sur Ethereum. Donc Base, je vais le répéter encore une fois, pour moi c'est un écosystème
écosystème hyper sous-coté actuellement. Il va falloir vraiment s'y intéresser. Il y a pas mal de choses à faire. On va peut-être participer à certains airdrops. Faire attention, regarder quelques tokens intéressants dont je t'ai déjà parlé, notamment Aerodrome, dont je t'ai parlé la dernière fois et qui depuis a bien explosé. On a également BlackRock qui met en place sa team de marketing pour faire la promotion de Bitcoin à la télé et ils expliquent vraiment ce qu'il en est. Donc Bitcoin est rare, il est global, décentralisé. Donc on peut voir maintenant que BlackRock, vu qu'ils sont pieds joints dans la crypto, dans BTC, dans Ethereum, etc., eh bien ils font la promotion et ils veulent que ça fonctionne. Parce que clairement, plus ils auront de volume sur leur ETF, plus ils vont faire eux d'argent de leur côté. Et sûrement nous aussi parce qu'ils vont faire pumper le marché. Également, on a Saylor qui a une pensée assez sage et qui nous dit qu'on passe environ 60 000 heures de notre vie à essayer de faire de l'argent et qui serait peut-être intéressant, voire même astucieux, de passer ne serait-ce que 100 heures de notre vie afin de comprendre et d'essayer de trouver des mécanismes pour conserver cet argent. En vrai, ça fait sens. Pourquoi passer autant de temps à faire de l'argent? C'est pour le dépenser dans des choses utiles. Là où le fait que Bitcoin pourrait être l'une des meilleures manières de conserver son argent au fil du temps. Également, la même personne, Michael Saylor, nous dit que Bitcoin représente 0,1% du capital dans le monde actuellement et qu'il pense que ça devrait monter à 7%, ce qui pourrait projeter le fait que BTC atteindrait les 13 millions de dollars sur les 21 prochaines années. Merci Michael. Nous aussi on est hyper bullish, donc let's go. En tout cas lui il en possède 252 000, donc autant te dire que dans les prochaines années, si BTC réussit, ce mec là va dépasser Elon Musk, va dépasser Jeff Bezos, va dépasser Bernard Arnault et ce sera lui l'homme le plus riche du monde. Allez, au niveau des ETF BTC, on peut voir que pas mal de BTC qui s'accumulent sur les ETF depuis notre dernière revue de presse qui était donc le 20 septembre et donc depuis on a eu plus 5 millions, plus 130 millions, plus 100 millions, plus 365 millions et une grosse journée à pratiquement plus 500 millions. Hier on était à plus 61 millions, donc on peut voir quand même que les ETF BTC reprennent un petit peu de force. On a quand même beaucoup plus d'accumulation de BTC que de sortie, on peut le voir, c'est clairement clair et net. On va voir également que depuis qu'on a repris un petit peu la hausse là-dessus, et bien, le cours de BTC a continué à monter. Malgré tout, malgré ces belles entrées, et bien on n'a pas un BTC qui a énormément performé. En tout cas, on a repris un bon support, je t'en parlerai juste après, et c'est plutôt positif pour la suite. Au niveau d'Ethereum, on peut voir que lui aussi commence à enfin avoir des entrées, parce que c'était vraiment très calme après son acceptation, avec notamment le fait que les gens sortent de Grayscale pour aller ailleurs parce qu'il y avait des frais qui étaient plus avantageux. Et bien en fait, on était vraiment au ras des pâquerettes, il n'y avait rien qui rentrait, rien qui sortait, même d'ailleurs plus qui sortait qui rentrait. On a une belle sortie également le 23 avec moins 80 millions d'USD qui sort des Ethereum. Et par la suite, on a eu quand même deux belles entrées en 2,43 et enfin plus 58, une troisième belle entrée. Hier, on a fait moins 800 000 dollars. Donc là encore, le potentiel de l'ETF Ethereum est encore sous-coté. Et lorsqu'on va rentrer dans une période d'euphorie, je pense clairement que les entrées dans l'ETF vont se faire massivement. Au niveau du sentiment, on peut voir que sur les recherches Google, on peut voir que Bitcoin et Ethereum sont toujours à leur plus bas. 8 pour BTC, 2 pour Ethereum. Toujours, on est vraiment sur ces niveaux de l'année dernière, juste avant de connaître un rallye aussi assez intéressant. Si je regarde sur YouTube, c'est pareil, hein, on a vraiment quelque chose qui est très bas. On est toujours sur des niveaux proches de l'année dernière. À peine un peu plus de recherche, mais pas grand chose de plus. Donc là encore, c'est feu vert, hein, on pourrait très bien repartir à la hausse dans le futur. En tout cas, le sentiment nous montre qu'il y a la place pour partir et qu'on n'est pas en surchauffe du marché. Même constat pour NFT et crypto. 4 pour NFT, 25 pour crypto. Clairement, on est vraiment sur des niveaux de l'année dernière. À peine un peu plus haut pour la crypto, donc il y a un peu plus de monde qui recherche la crypto. C'est peut-être aussi normal suite à la période haussière qu'on avait connue l'hiver dernier. Donc là aussi, RAS, au niveau du sentiment, on est bon, on peut venir chercher plus haut. Par rapport à Memcoin, Bullrun et Alt Saison, là aussi, on peut voir que ça a beaucoup dégrossi, sachant que, comme tu peux le voir, Memcoin qui était à 100 à partir du 16 mars a quand même mis du temps à dégonfler. On a eu quand même pas mal de Memcoin qui ont vraiment développé au fur et à mesure de l'été. On a entendu pas mal parler, mais maintenant il semblerait que ce soit assez bien calmé. Pareil pour Altcoin Saison, on n'en parle plus du tout alors qu'on commençait à en parler à peine un petit peu en mars. Et également pareil pour qui a l'air de remonter un petit peu, les gens se réintéressent, mais on est quand même très loin de ce qu'on avait en mars. Donc là aussi, le sentiment par rapport au bull run, au même coin et à la saison, et bien en fait c'est assez calmé, donc c'est très positif pour la suite. On a le sentiment qui nous dit qu'on pourrait venir chercher des plus hauts et que le marché n'est pas saturé et n'est pas en surchauffe. Également au niveau du Fear and Greed, on est actuellement à 50, on avait eu le mois dernier à 26, donc on a eu pas mal de peur sur le marché, ce qui montre que le sentiment c'est quand même bien reset. Maintenant, comme je te disais la semaine dernière, on peut très bien rester dans le neutre et connaître
hausse vertigineuse. On avait connu l'année dernière à partir de septembre-octobre où on était rapidement monté même dans le grid avant de connaître vraiment cette grosse hausse jusqu'à mars avec une petite correction qui rentrait un petit peu dans le neutre à partir de l'acceptation des ETF BTC. Donc là aussi, clairement, pour moi, je pense qu'on a bien corrigé, qu'on a cassé le sentiment, a bien fait peur aux gens, que ceux qui devaient partir sont déjà partis et reviendront lorsque le marché repartira à la hausse et que potentiellement on atteindra les 80 000, les 90 000 ou les 100 000 dollars. Allez, au niveau de la macroéconomie, donc on a commencé hier avec un speech de Jérôme Powell qui notamment a annoncé que l'économie américaine est dans un état solide et qu'ils utiliseront tous les outils pour la maintenir dans cet état. Clairement, là, il nous dit que s'il y a un problème, t'inquiète, on va imprimer de l'argent. Il nous dit également que le marché du travail est toujours solide, mais qu'il s'est un peu refroidi avec une petite hausse du taux de chômage, mais on est encore vraiment assez bas. Donc par rapport à ça, c'est assez confiant. Par rapport également à la baisse des taux, il nous dit que celle de septembre reflète le fait qu'ils ont un retour proche de 2% par rapport à l'inflation et qu'ils se sont sentis beaucoup plus confiants à baisser de 0,5% d'un coup au lieu de faire du 0,25. Donc là aussi, peut-être qu'ils sont en train d'essayer d'anticiper le fait que s'ils baissent pas assez, ils seraient peut-être en retard et qu'ils devraient baisser plus fortement plus tard. Alors que s'ils baissent un peu plus fort au début, peut-être qu'ils pourront réussir à contrôler un petit peu et voir du coup venir par la suite. Comme d'habitude, il nous dit que la Fed n'est pas pressée de baisser les taux et qu'il agira ensuite suivant les données et que si l'économie évolue comme prévu, cela signifierait qu'il pourrait y avoir 2 prochaines baisses des taux par la suite cette année pour un total de 50 points de base en moins. Donc on passerait de 5 à 4,5% pour les taux d'intérêt. Il a exprimé aussi qu'il était assez confiant dans la solidité de l'économie donc et que l'inflation continuerait à baisser. Et aussi qu'il cherche un équilibre avec la Fed pour avoir la réduction de l'inflation tout en soutenant le marché du travail. C'est un peu ce que je disais lors des dernières revues de presse, c'est que en faisant une baisse des taux, ça permettrait notamment à l'économie de moins contracter, d'avoir un marché du travail qui est un peu plus fort, d'avoir un taux de chômage qui n'est pas à la hausse, mais ça devrait aussi relancer un petit peu l'inflation. Et donc du coup, il faut qu'ils trouvent cet équilibre entre l'inflation qui repart sans qu'elle reparte fortement, parce que si elle repart fortement, il va devoir clairement remonter les taux d'intérêt, ce qui permettrait de contrôler l'inflation, mais qui contracterait encore plus l'économie, le marché du travail, et qu'on pourrait avoir du coup beaucoup plus de chômage et enfin rentrer en récession. Voilà, c'est assez positif entre guillemets. Tant que l'inflation ne repartira pas à foison et que le taux de chômage sera contrôlé, à mon avis, on pourrait avoir cette hype de bull run qu'on attend tous et qu'on espère arrivera dans les prochaines semaines. Également aujourd'hui, on aura à 15h les retours par rapport au marché du travail des manufactures. Là, on en parlera la prochaine fois. On aura aussi les jolts qui seront assez importants. Donc, je t'invite à les regarder de ton côté. Tu vas aller voir ça directement sur Investing. Ensuite, on aura quand même quelques speeches de personnes de la Fed mercredi. On aura également le taux de chômage en Europe. Enfin, on aura le PMI du service. C'est pareil, c'est pour contrôler un petit peu l'économie comme l'ISM ici des manufactures. Là, du coup, c'est par rapport au service. Donc, ça, c'est intéressant également à regarder. Et on parlera encore de l'emploi vendredi avec le taux de chômage qui sera assez important à surveiller. Mais ça, on en parlera certainement lundi, mardi prochain. Également, un petit peu d'opium. Regarde-moi ça. C'est plutôt intéressant. Donc en blanc, c'est le gold et en rouge, c'est BTC. Donc on peut voir qu'en général, en tout cas là, c'était le dernier cycle, ça s'est produit une seule fois comme ça. Peut-être que ça se reproduira. C'est que lorsque le gold part un petit peu tout seul, et bien BTC a tendance à suivre, mais avec un peu de retard. Donc actuellement, on a le gold qui les ATH sur les ATH. Donc est-ce que ça voudrait dire que par la suite, BTC va rattraper ce retard et venir surperformer le gold? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera grave cool si cela se passe. Et si on rentre dans ce bull run qu'on attend tous, et bien, je pense que oui. Alors également, on a Citibank nous dit que le hard landing et donc la récession est imminente et que la Fed devrait couper ses taux beaucoup plus agressivement. Donc, de toute manière, on entend un petit peu tout. On entend, oui, la récession elle arrive, oui, la récession elle n'est pas là, oui, t'inquiète, tout est contrôlé. Entre la Fed qui donne pas les bons chiffres ou du moins qui manipule les chiffres, entre ceux qui disent ça, ceux qui disent ça, etc. En fait, on sait plus vraiment qu'est-ce qu'il en est vraiment. Moi, pour l'instant, je pense que on parle vraiment ouvertement de ce genre de choses et que le public s'attend à ça. Je pense pas que ça arrivera. Maintenant, quand il dit c'est imminent, ça veut dire c'est quand imminent. Ça peut être imminent sur de la macroéconomie, imminent, ça peut être sur une année, tu vois. Ça peut être demain pour nous, mais est-ce que ça pourrait vraiment arriver maintenant? Actuellement, en termes de liquidité mondiale, j'ai pas l'impression que ça pourrait arriver dans l'immédiat. Maintenant, je suis carrément d'accord sur le fait que à partir de mars 2025, potentiellement, il y aura une récession qui va se produire. Maintenant, personne ne peut la prédire. Certainement que Citi, ils ont des datas que nous n'avons pas. Et tant que la Fed arrive à contrôler l'inflation et peut injecter de la monnaie, eh bien, en fait, ils peuvent très bien truquer le jeu pendant X temps et contrôler cette récession avant qu'il n'ait plus le choix de la subir. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il faudra être protégé par rapport à ces risques-là. C'est-à-dire, il faudra mettre de l'argent
dans des actifs antifragiles qui pourront te permettre de résister à cette récession et surtout des actifs que tu possèdes réellement. Je ne pense pas forcément à Bitcoin, je peux penser notamment à de l'or, à de l'argent, mais il faudra faire très attention car même le dollar, c'est peut-être pas l'une des meilleures façons de te protéger. En tout cas, si tu te protèges en dollars, il faudra les réallouer assez rapidement lorsque la crise sera passée et que la banque centrale sera en train d'imprimer à foison avec un taux proche de 0%. Quoi qu'il en soit, si ça arrive, on en reparlera. Et plus on va arriver dans le bull run, plus on parlera aussi le fait de prendre des profits, de rester en stable et d'attendre avant que le marché retrace pour le positionner au mieux. Tout ça, on le reverra quoi qu'il en soit et je continue. Voir donc du coup que le marché price une récession à 50% pour juin 2025. Et donc actuellement, en fait, on est vraiment dans une incertitude totale. Personne ne peut te dire il va y avoir une récession ou alors il va y avoir un soft landing. C'est du 50-50, clairement. Est-ce qu'en juin, on aura une récession ou un soft landing? Ça, c'est que le futur qui nous le dira. Je t'ai déjà dit ce que j'en pensais juste avant, donc je vais pas m'étaler dessus. Au niveau des taux d'intérêt, donc du coup, on anticipe une baisse de 0,25%, de 25 points de base comme tu préfères, pour le 7 novembre 2024. Ensuite, on anticipe une deuxième baisse des taux qui devrait arriver le 18 décembre 2024 et qui là devrait être de 0,5% ou de 50 points de base comme tu préfères. Donc du coup, on pourrait passer à 4% d'ici la fin de l'année et on aura encore des baisses des taux courants 2025 et ça on en reparlera dans un futur proche ou lointain. Donc là encore, on reste sur ces prédictions, on en a parlé déjà quelques fois, on continue à monitorer tout ça et on verra ça dans les prochaines semaines. Également, l'une des grosses nouvelles qu'on a eues cette semaine, c'est que la Chine coupe ses taux d'intérêt et qu'ils sont prêts à injecter beaucoup d'argent dans leur économie. Pourquoi? Parce que je t'en ai déjà parlé aussi dans les dernières revues de presse, c'est que la Chine est dans une déflation actuellement. Qu'est-ce qu'une déflation? C'est que la valeur de l'argent augmente. Donc du coup, tous les prix en fait descendent. Quand tu vas faire tes courses, et bien en fait, si la valeur de ton argent augmente, et bien en fait, ça fait baisser les prix. Donc du coup, pourquoi consommer aujourd'hui alors que tu sais que demain, ça va être moins cher? Donc une déflation, chose que les États essayent d'éviter, car du coup, ça baisse la consommation puisque les gens vont moins se consommer, sachant que demain, ça sera moins cher qu'aujourd'hui. Admettons qu'aujourd'hui, tu vas y acheter un poulet qui coûte 15 euros. Si tu sais que demain, il va être à 12 euros, ben, peut-être tu vas attendre avant d'acheter ton poulet pour le payer un peu moins cher. Ou pareil pour une voiture. Admettons, tu vas acheter une voiture à 15 000 euros aujourd'hui et que demain, elle sera à 13 000, ben, tu vas attendre pour acheter ta voiture. C'est clairement quelque chose de logique. Également, par rapport à la dette, ça fait que la dette prend de la valeur puisque la monnaie prend de la valeur. Donc, du coup, les États sont encore plus endettés. Donc, en fait, c'est quelque chose de très négatif pour l'ensemble de l'économie. C'est pour ça que la Chine sont en train de baisser leur taux d'intérêt pour rebooster aussi leur secteur immobilier et également pour rebooster leur économie, que ce soit dans la consommation ou que ce soit dans les actifs à risque, que ce soit la bourse, etc. On peut voir donc qu'on a Walter Bloomberg qui nous dit qu'ils vont envoyer 284 billions de dettes pour du coup stimuler leur économie. Une partie qui partira donc du coup comme je te disais pour la consommation et l'autre partie qui partira certainement dans les marchés financiers. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que les stocks chinois sont en train de rentrer de manière parabolique en bull run. Pourquoi? Parce que depuis l'annonce approche du 21, je sais pas exactement quand c'était, eh bien on a plus 21% en 5 jours. Et comme nous dit souvent le père Evan Bull, et je te le répète assez souvent également, liquidity is everything. C'est lorsqu'on injecte de la liquidité que les marchés ont tendance à partir à la hausse. Donc si on injecte de la liquidité en Chine, qu'on réduit les taux d'intérêt aux États-Unis, qu'on réduit les taux d'intérêt en Europe, en Angleterre, au Danemark, partout dans le monde, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien la liquidité va revenir et donc on devra avoir un marché à la hausse. Donc tu peux le voir que pour le Q3 2024, donc les 3 derniers mois qui se sont écoulés, on a eu 28 baisses des taux qui ont été effectives, chose qui est assez énorme. Et donc on peut voir ici qu'on a vraiment cette baisse des taux qui rentre en compte. Et si on analyse un petit peu la baisse des taux dans le passé, on peut voir que fin 2018, 2019, voir qu'on a eu les banques centrales qui ont commencé à baisser les taux d'intérêt. Et donc ça a provoqué quoi? Le bull run qu'on a connu par la suite. Et enfin, pour contrer l'inflation, ils ont augmenté les taux d'intérêt et ça a provoqué quoi? Un bear market. Donc là, on peut voir qu'on est en train de rentrer dans une période similaire où on commence à baisser les taux d'intérêt et ça pourrait donc amener au bull run que nous attendons tous. Pour combien de temps? Je ne sais pas, mais en tout cas, l'inflation sera aussi une métrique à surveiller pour se dire, ok, si la Fed commence à se dire, oh, l'inflation est trop haute, ah bon, ben, il faudrait peut-être augmenter les taux d'intérêt, eh bien, il faudra se protéger en conséquence. Également, au niveau de l'inflation, on peut voir que l'inflation PCE continue à baisser à 2,2%, alors qu'on l'attendait à 2,3%. On peut voir aussi que les corps PCE augmente un petit peu à 2,7%, c'est chose qui était attendue. Donc on se rapproche de l'objectif des 2%, ce qui est très positif. Et donc en fait, la Fed est tout à fait légitime dans sa baisse de taux. Maintenant, à voir si l'inflation repartira pas avec de l'éjection monétaire. Également, on a une petite comparaison assez intéressante entre le fait que le taux de chômage et le nombre d'emplois qui est ouvert a une corrélation assez intéressante. On peut voir que lorsqu'on a une contraction entre le taux de chômage et le nombre d'emplois qui ouvrent,
eh bien c'est là où on a une récession qui augmente. Donc, du coup, on a le taux de chômage qui est en orange et le nombre d'emplois qui est ouvert en blanc. Quand les deux se rapprochent et qu'on a le blanc qui passe en dessous du orange, eh bien on a une certaine récession. C'est produit en 2001, ça s'est produit vite. Ça ne s'est pas produit en 2013-2014. Et c'est pas la même config parce que là on avait le taux de chômage qui baissait alors qu'on avait le nombre d'emplois qui augmentait également. Également, ça s'est recontracté aussi au Covid. Bon, là, c'est assez différent. Et on peut voir qu'on a de moins de jobs qui sont ouverts et qu'on a le taux de chômage qui augmente un petit peu. Donc, plus on va se rapprocher de cette corrélation et plus, je pense, on arrivera en récession. Mais du coup, peut-être pas pour l'instant. C'est peut-être pour 2025, peut-être pour 2026. On ne sait pas. Donc, moi, je pense clairement qu'on a encore des mois de bonheur à vivre. Également au niveau de la total liquidity. Alors là, on peut voir que c'est la bande en blanc et qu'on a Bitcoin qui est adossé avec ça. Également, il faut comprendre que la bande en blanc a une avance de 10 semaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de la liquidité qui est rentrée dans le marché et on n'a pas encore eu de réaction sur BTC. Si BTC continue à se comporter comme il a toujours fait, c'est-à-dire de suivre clairement cette ligne, eh bien, on devrait avoir un BTC qui se rapproche des 90 000 d'ici la fin de l'année. Très bullish, d'accord avec vous. Maintenant, à voir ce qu'il en sera, parce que d'après ce que nous dit Raoul Pal, on n'a pas encore eu les injections monétaires de la Chine qui se sont ajoutées à ce Total Liquidity Index. Donc, encore une fois, comme je te le dis, liquidity is everything. Donc, plus on a de liquidité qui rentre dans l'économie et plus les marchés financiers ça a augmenté. Donc, très bullish pour la fin de l'année. Je pense vraiment qu'on va aller casser les 90 000. Est-ce qu'on cassera les 100 000? Je ne sais pas. C'est un niveau qui est assez psychologique et qui pourrait justement émettre des résistances. On en parlera au moment voulu. Le même graphique avec le M2 global qui montre que voilà, Bitcoin devrait aller vers les 90 000. Donc clairement, je pense qu'on est dans cette période où c'est encore un petit peu boring, c'est un petit peu encore ennuyant et ça va vite accélérer. C'est-à-dire que octobre, s'il faut, on va se faire chier et qu'on va avoir un petit peu un mois rouge parce que tout le monde s'attend à un mois vert. Par contre, novembre, décembre, on devrait avoir quelque chose d'assez explosif. Mal les élections avec potentiellement Trump qui se fait élire, même en vrai que ce soit Kamala Harris ou que ce soit Trump, c'est pareil. On aura vraiment un marché qui part à la hausse. Par contre, point négatif, c'est qu'on voit que les travailleurs du port de Boston sont en train de faire grève et commencent justement à faire grève. Donc clairement, si 68% des exports US sont bloqués, ça va poser problème à l'économie. Donc là, il faudra vraiment surveiller ça avec insistance. Je vais commencer vraiment à faire pas mal de recherches là-dessus. Là, j'ai trouvé ça juste avant de faire la revue de presse dont je t'en parle. Mais il faut prendre conscience de ça, c'est que ça pourrait compliquer un petit peu les choses. Maintenant. La Fed est très très forte pour utiliser des outils pour booster l'économie, au moins jusqu'à la fin de l'année, au moins jusqu'au premier trimestre 2025 potentiellement, avant de connaître potentiellement des grosses récessions, une grosse récession, comme je te parlais de ça juste avant. Allez, au niveau des graphiques, mais comme je te disais, regarde le Global M2, donc là c'est la masse monétaire de toutes les économies mondiales, donc là USA, Europe, Japon, Chine, donc c'est vraiment les plus grosses économies du monde. Et bien, qu'est-ce qu'on voit? On avait un triangle de compression ici, 2018-2019, on le casse à la hausse, on monte. On refait un train de compression, on vient de casser la hausse. Donc clairement, on est sur deux similitudes ici. Affaire à suivre, je t'en ai déjà parlé 2 fois juste avant de la liquidité. Au niveau du SP500, on peut voir que lui aussi est assez bullish. On peut voir qu'on a un OW en weekly qui s'est confirmé. En général, on a tendance quand même à venir péter un peu plus par la suite. Donc très bullish par rapport à ça. Vraiment, le SP500, c'est abusé. Il sur ATH. Tant qu'on n'aura pas de problème économique majeur, je pense qu'on pourra continuer à faire ce genre de jump à la hausse. Clairement, attention, sur le RSI, on n'est pas encore passé au-dessus de la moyenne mobile. Donc, j'ai envie de dire, attendre encore un petit peu, mais c'est assez positif. Au niveau de BTC, alors, je vais d'abord te montrer un monthly. Donc, on peut voir qu'on a ce support monthly qui commençait à essayer d'être perdu, avec notamment le Fibonacci des 0,23 qui avait été perdu. Et on a ce mois-ci qui a été récupéré. Et donc là, c'est très bullish. En général, quand on perd les 0,23, si on le récupère par la suite, eh bien, on devrait justement continuer à monter. Alors que si on avait vraiment perdu, on aurait dû venir continuer à descendre et clôturer pour proche du 0,38, voire même en dessous. Très positif par rapport à ça. Au niveau du RSI, tu peux voir qu'on a fait un pullback parfait sur cette moyenne mobile. Donc c'est plutôt positif également. Donc on est venu retoucher, on n'a pas cassé à la baisse. Si je me mets en daily pour analyser un petit peu sur du plus court terme, voir que ma prédiction était pas vraiment bonne, presque bonne je dirais, parce que si je déplace, hop, avance. Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit, il faut quand même casser les 65 000. Si on arrive à bien casser les 65 000 comme on l'a eu ici, eh bien on aurait ensuite une petite correction. Donc là la correction pour moi je pense qu'elle va être maximum par ici, parce que ici on a vraiment un support vraiment puissant qui date depuis quand même quelques semaines, quelques mois, quelques années même, date même du dernier bull run en fait. Et on a aussi les 0,23,6 du Fibonacci, donc qui est lorsqu'il est conservé quelque chose de très bullish. Donc clairement, si on a une petite correction à court terme, je pense qu'on va avoir quelque chose comme ça. Je ne pense plus trop qu'on pourrait vraiment monter puis redescendre. En vrai, ça pourrait se faire, clairement. C'est quelque chose qui est envisageable. Maintenant, je pense qu'il faudra continuer à faire quelque chose de plus comme ça pour vraiment repartir à la hausse et ensuite clairement se dire, allez hop, on peut partir aux 90 000
En tout cas, la première cible, ça sera les 89 000. Ce sera la première prise de profit qui sera intéressante à faire sur BTC. 618 qui sera aux alentours des 110 000. Donc là, on va commencer à surchauffer si on arrive à ce niveau-là. Aussi qu'on commence à rejeter au niveau des 90 000. Donc on fasse un petit peu ça avant de continuer. Maintenant, c'est encore un peu loin. Donc voilà par rapport à BTC. Au niveau de la dominance de BTC, on peut voir que là, on est dans un biseau ascendant et on casse à la baisse. Et bien, on aura cette telle saison qui devrait montrer justement que les liquidités sortent de BTC ou alors ne rentrent plus essentiellement dans BTC et qui partent plutôt vers des altcoins. Donc pour l'instant, on a vraiment une biseau qui est assez forte et très puissante. Tant qu'on ne viendra pas le casser à la baisse, donc moi ce que je veux voir c'est cassure comme ça, potentiellement un peu comme je te montrais avec cette ligne rose et qui, à mon sens, pourrait peut-être venir rebondir ici, soit casser et venir plus bas. Donc là aussi, tant qu'on n'a pas de signal par rapport à ça, je pense qu'on est vraiment dans les prémices de ce market. Allez, également au niveau du market cap total qui exclut le top 10, on peut voir qu'on a aussi quelque chose d'assez bullish. On peut voir que cette tendance baissière a été cassée assez fortement. On peut voir également qu'on vient retester cette zone de support et que également on maintient les 0,236 du Fibonacci, donc il montre quelque chose de très bullish. Également on a un W daily qu'on voit ici mais qui est aussi un weekly, qui est très fort, qui est un signal assez fort. On vient de retester du coup sa cassure. Maintenant on vient te dire qu'on pourrait vraiment partir à la hausse par la suite parce que c'est très bullish tout ça. On le voit sur BTC que c'est bullish, on le voit sur Other, donc vraiment très bullish. Ensuite je vais te montrer du coup la dominance du market cap qui exclut le top 10 et donc on peut voir que en général on a le pré-bull run qui se passe ici. Hop, donc pré-bull run, on vient monter un petit peu. Donc là, en gros, c'est que les altcoins surperforment le top 10. Ensuite, on a une petite baisse où là, c'est plutôt le top 10 qui surperforme les altcoins. On vient toucher cette zone ici. Ensuite, on a le bull run où là, c'est vraiment tous les altcoins qui surperforment le top 10. Et enfin, quand le bull run se termine, et donc on revient sur une surperformance du top 10. On revient toucher cette zone et puis là, on a le mini bull run du bear market. Donc du coup, on a un peu les altcoins qui surperforment. Et enfin, on revient tester parce que du coup, le top 10 surperforme ces altcoins là et donc du coup ensuite on augmente avec le bull run par la suite où là c'est vraiment là la saison où 90% du marché surperforme le top 10 et enfin quand on rentre en bear market ben, encore rebelote. On a du coup le top 10 qui surperforme tout le marché. On revient toucher cette zone et là on a aussi le petit bull run du bear market avant le gros bull run. Donc là c'était le bull run qu'on a suivi jusqu'en mars et donc du coup là on peut voir que le top 10 a surperformé et qu'on revient toucher encore une fois cette zone et que en général quand on revient toucher cette zone comme tu peux le voir ici, hop, c'est possible qu'on fasse chose hop comme ça où on revient toucher avant de partir. On a pu le faire ici, pareil ici, on attaque, pareil ici, là ça s'est fait. Hop, historiquement, ça s'est produit comme ça. Est-ce que ça va continuer? La question, elle est répondue dans la vidéo 40 fois. Mais en tout cas, je pense que ça va continuer. Ensuite, les altcoins. Bon, je t'ai montré pas mal d'altcoins la semaine dernière. Donc là, je l'ai mis en weekly. Je vais le mettre en daily, ce sera un peu plein. Voilà. Donc je t'avais dit quoi? C'était ici le 20 où je t'en ai parlé, je me rappelle. On était ici, ça casse, hop, ça va péter. Voilà, la compression qui s'est cassée. Hop, on revient tester cette zone ici. On est en train de bien la tester. On est en train de bien confirmer également qu'on est très haussier. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de casser une fois le 0,236 ici. On l'a repris. On l'a cassé ensuite. On est revenu au 0,382 et là on n'a pas réussi à le casser. En tout cas là la bougie comme elle est actuellement elle ferme dans 14 heures. Si elle ferme comme ça c'est très bullish et je pense qu'on pourrait très rapidement voir les 11 dollars ou alors les 13 dollars. Donc si tu vois cette vidéo rapidement, peut-être les derniers moments pour rentrer sur Spec. En tout cas c'était call le 20 septembre avec d'autres crypto-monnaies. Je t'ai pas remis les mêmes que j'ai montré le 20 septembre. En tout cas c'était annoncé dans ces dernières vidéos. Donc si tu veux des cryptos en avance, eh bien abonne-toi. Qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi. Également par rapport à Bread, qu'est-ce que je disais? Ben voilà, on était par ici. On je disais que voilà, ça, si on arrive à casser cette trendline baissière, on pourrait repartir à la hausse. Maintenant, on a ce petit support qui fait office de résistance. On a une épaule, une tête, une épaule. Si on arrive à casser ça, eh bien on pourrait avoir vraiment quelque chose de très bullish. Également, ça pourrait faire un très beau W. Clairement, ce qu'on attend ici comme confirmation sur Bread, c'est de venir casser ici, de s'appuyer et de repartir. Encore une fois, si je mets le Fibonacci actuel, voir que hop, on a les 0,236 qui sont assez bien défendus. On essaie de les casser actuellement. Si on clôture ici, aujourd'hui, il est potentiel qu'on vienne vraiment essayer de chercher cette zone-là par la suite. Si on clôture en dessous, eh bien, il faudra peut-être s'attendre à revenir au moins sur cette zone ici. Et si on clôture en dessous, on pourra peut-être venir chercher au moins le bas de cette trendline. Au niveau de STX, c'est la même chose en fait. C'est vraiment la même chose. J'en ai parlé quand? Le 20. J'en ai parlé ici. Je disais, voilà, on a cassé, on est toujours dans la Golden Pocket. Donc c'est toujours très intéressant de commencer à y investir dessus. On a cassé. On vient de confirmer un W ici, en daily, mais qui est aussi visible en weekly. Je peux te voilà. Hop, ici, on est en train de le retester. Donc là, encore une fois, sur le Fibonacci, on essaie de casser les 0,236. On y arrive. Est-ce qu'aujourd'hui on reprend? Si on reprend, eh bien alors c'est vraiment bullish parce que du coup, on aura bien retesté le W weekly, même daily. Et donc, du coup, on pourrait vraiment venir chercher des plus hauts ici, ici. Donc, clairement, STX, assez bullish également. Maintenant, encore une fois, c'est pas des conseils d'investissement. Tu fais tes propres recherches, des propres décisions. Et si tu as des questions, tu viens en commentaire. Allez, on enchaîne avec Octaspace qui lui aussi est très performant. Si tu regardes ça, on peut voir que lui, il y a très peu de
grosse correction. On a une belle correction ici. On a à peine touché la Golden Pocket. Et surtout, on repart direct. Et donc actuellement, on est aussi sur des configurations assez identiques. Là, épaule, tête, épaule, on vient de casser, on vient retester. On a ici la trendline qui a été cassée ici, on a le support qui est ici. On a le Fibonacci des 0,236 qui a été cassé hier. Maintenant, est-ce qu'il va être repris ou pas? S'il n'est pas repris, on pourrait revenir chercher ici sur du court terme. Maintenant, une fois qu'il sera repris, on ira chercher plus haut. Donc à surveiller. Regarde également le projet dans son côté fondamental. Je te laisse faire tes propres recherches. ANKR aussi qui est quand même plutôt bullish. Faut voir qu'il a enfin cassé sa trendline baissière. Faut voir qu'il est aussi en train de valider un W qui est aussi visible en wiki et qu'il est enfin proche de sa Golden Pocket. Pour l'instant, il a refusé de la réintégrer. Et si on place le Fibonacci, on peut voir que voilà, là, la petite tendance baissière essaye de justement de s'invalider. Il faudra venir reclôturer au-dessus du 0,236 aujourd'hui de préférence. Sinon, potentiellement, on pourra continuer à venir visiter un peu plus bas. Peut-être invalider le W actuellement. Quoi qu'il en soit, ANKR est un projet fondamentalement intéressant. Il faut le surveiller et on commence à avoir des signaux qui nous montrent qu'on pourrait venir chercher plus haut. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on récupère au minimum les 0,236 assez rapidement pour avoir vraiment ce signal assez bullish. Je nous dirais au moins on retourne ici. GRT également très joli. On peut voir que là, on a un W qui est très beau également, qui a été cassé. En train de se faire retest. Et en fait, je te montre les mêmes patterns vraiment partout. Je place du coup le Fibonacci. Voilà, lui, il maintient très bien les 0,236. Donc, tant qu'il les maintient, c'est parfait. On peut venir chercher plus haut. Solana, tiens, Solana. On peut voir ici que, je te disais quoi la dernière fois? Le 20, j'ai même tracé ici. On pourrait venir ici casser cette petite résistance, venir s'appuyer et repartir. Là encore, si je déplace, hop, comme ça, on peut voir que c'était assez millimétré. Pareil que par rapport à BTC. Donc, c'est plutôt positif. Là, sur le Fibonacci, on peut voir qu'on a les 0,236 qui sont maintenus. Et même une belle relance par la suite. À voir comment on clôture. Mais en tout cas, prochain objectif, logiquement, si on clôture au-dessus de cette zone, c'est de venir au moins chercher les 177. Et là, il faudra venir casser cette zone. Peut-être se rappuyer comme ça avant de partir un peu plus haut. Et enfin, on aura ce support qui sera peut-être problématique. Mais en tout cas, on en reparlera lorsqu'on aura enfin cassé cette trendline baissière. Au niveau de NIR, ben voilà, je vais le montrer, c'était ici, le 20, hop, par ici. Je disais quoi? Il faut venir casser là, revenir tester. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient casser. Et ensuite, il faudra venir casser cette trendline ici, qui date un petit peu, qui date quand même du dernier bull run. Elle est carrément sur les ATH, donc potentiellement un line qui peut être solide. Donc, on peut peut-être venir galérer un petit peu dessus. Quoi qu'il en soit, on a un NIR qui est assez aussi bullish parce qu'on a maintenu ces 0,23, 10. On a essayé de les casser à peine un petit peu. On rebondit plutôt bien dessus. Voilà, à voir comment on clôturera aujourd'hui, mais c'est très positif. Également, un DBABI qui est très intéressant car il a cassé sa trendline baissière. On peut voir que par la suite, on a eu un super joli rebond alors qu'on avait vraiment beaucoup corrigé. On est venu récupérer ce support ici. On l'a bien cassé. On est en train de rebondir dessus. Comme tu peux voir sur le Fibonacci, on n'a pas cassé les 0,382. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 0,382 et des 0,236, c'est quelque chose qui est très bullish. Ça veut dire qu'on est en tendance haussière et que ça peut vraiment pousser fortement. Donc là, clairement, le prochain objectif, ça va être déjà de venir récupérer ce support et de se positionner vers les 0,50 centimes. Une fois qu'on aura récupéré ce support, enfin cette résistance en support, et bien déjà, on pourra voir beaucoup plus. Car ensuite, le prochain objectif, ça sera de venir chercher la TH aux alentours déjà des 80 centimes et ensuite plus loin aux alentours de 1,40$. Au niveau des fêtes également, on peut voir que là, on a une épaule, tête, épaule, on a cassé la trendline baissière. On la reteste tranquillement. On reteste également la cassure de l'épaule, tête, épaule. Au niveau du Fibonacci, si je le positionne, on peut voir que hop, c'est solide. On maintient les 0,236, donc très solide. Si on clôture comme ça aujourd'hui, je pense carrément qu'on peut venir chercher rapidement les 2$, voire même les 2,40$ assez rapidement. Donc là, c'est encore des tokens qui sont pas vraiment partis. On a eu des belles relances depuis les bottoms, mais c'est pas encore parti. À toi de faire tes recherches et de te positionner en conséquence. Également CFG qui lui aussi a enfin cassé sa trendline baissière, mais qui est assez calme pour l'instant. On aimerait d'abord qu'il revienne récupérer la Gold Pocket et ensuite on pourrait voir s'il repart à la hausse. Mais en tout cas, c'est un peu endormi, les gens sont pas hyper bullish dessus. On a un peu oublié en fait de CFG et c'est quand même un leader de marché d'RWA avec Ondo. Donc je dirais qu'il ne faut pas l'oublier, mine de rien. Au niveau de Nozana, on peut voir que lui n'a pas encore cassé sa trendline baissière. Que au niveau du Fibonacci ici, il a cassé les 0,236, donc il va venir retester les 0,382, à voir s'il clôture en dessous ou pas. Maintenant, on a encore en dessous de la Golden Pocket. Donc, moi, je dirais juste qu'il faudrait surveiller cet actif. Pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation de relance. Au vu de son bull market jusqu'à présent, je pense que ça pourrait être intéressant de le surveiller et peut-être de commencer à se positionner même en DCA. À toi de voir un petit peu ce que tu préconises et ce que tu préfères comme stratégie d'investissement. Surtout que si on casse les 0,38, on pourrait très bien revisiter les 0,6 ici et donc subir une baisse de au moins 25% minimum. Au niveau de Theta, également, lui, il a cassé sa trendline baissière. On peut voir qu'il a retesté plutôt joliment. Il n'est pas encore dans sa Golden Pocket. Il a refusé l'intégration. Donc pour l'instant, c'est assez positif. Même si moi, j'aimerais bien le voir dans cette Golden Pocket. Si je trace ensuite le Fibonacci du plus bas, on peut voir qu'il maintient les 0,236. Donc assez bullish par la suite. À voir maintenant ce qu'il en sera dans les prochains jours. Du côté de
IMX, on peut voir qu'il a cassé sa trendline baissière, qu'il est en train de casser sa Golden Pocket, qui est en train de la retester, et qu'il maintient les 0,23 si Fibonacci. Donc plutôt positif, quand même assez bullish parce que c'est un très bon écosystème. Pour le côté gaming, ça permet vraiment tout ce qui est infrastructure, etc. On a notamment Sora, Illuvium qui sont sur IMX, et donc ça sera l'un des leaders de la GameFi, et potentiellement Ronin aussi, qui lui a réintégré sa Golden Pocket en cassant cette trendline baissière. Donc là aussi, c'est plutôt positif. Si je place le Fibonacci, je présume qu'on est également pour les 0,236, donc pas de soucis par rapport à ça. Donc plus qu'à attendre un petit peu. Maintenant, voilà, il va falloir maintenir ces niveaux-là. On peut très bien revenir sur des niveaux plus bas. Donc à toi de faire tes propres décisions. Et là, en tout cas, on est dans une zone assez intéressante pour investir. C'est la Golden Pocket, c'est la meilleure zone pour l'investissement pour moyen long terme. Donc voilà pour les altcoins. Je t'en ai proposé quand même une bonne quinzaine encore aujourd'hui. Comme toujours, ce n'est pas un conseil en investissement. C'est toi qui fais tes propres décisions. Si tu as des questions, tu viens en commentaire. Et moi, je te prépare quelques surprises pour les semaines qui suivent. Et on va finir tranquillement avec la sagesse du jour qui nous dit que gold is money, everything else is credit. Donc l'or c'est de la monnaie, tout le reste n'est que crédit. Et moi je modifierai cette phrase et je dirais gold and bitcoin is money, everything else is credit. Le bitcoin c'est encore mieux que du gold. Allez, la revue de presse est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Je te remercie d'avoir visualisé tout ça jusqu'à maintenant. Je te dis à la semaine prochaine. Il y aura une vidéo qui sortira normalement cette semaine. Je ne t'en dis pas plus, mais si ça t'a plu, abonne-toi, mets un like et laisse un commentaire. Ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Ciao!